Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce 13e webinaire. Je suis ravi de vous accueillir autour de la thématique Forge logiciel Microsoft Azure. Je suis Xavier Bellet, je suis en charge de toutes les activités commerciales et avant-vente au sein de Niji. En guise d'introduction, je vous rappelle que l'ensemble de nos webinaires sont disponibles sur notre chaîne YouTube, Niji Vidéo, et que de la même façon, le prochain, ce webinaire vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Le prochain webinaire qui aura lieu, alors aujourd'hui on l'a positionné mi-avril, probablement on risque de le décaler d'1 à 2 semaines au vu du contexte sanitaire, sûrement probablement fin avril, autour de la sécurité, la protection des données personnelles. Donc voilà, vous recevrez certainement une mise à jour de l'invitation de ce webinaire. Et puis, dernier élément, à la fin de ce webinaire, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction. Voilà, si vous pouvez prendre 1 à 2 minutes pour y répondre, ça nous permet de, voilà, on est à notre 13e webinaire, ça permet de nous améliorer, de faire quelques ajustements, que ce soit dans le cadencement, dans le type d'intervention, ou encore si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez que Niji se positionne, ou en tout cas partage un point de vue, n'hésitez pas. Voilà, ça permet d'alimenter aussi les échanges. Aujourd'hui, on va vous parler donc de Forge logiciel Microsoft Azure et de partager nos retours d'expérience voilà, sur un prototype qu'on a fait, que les équipes ont œuvré pour industrialiser cette Forge logiciel. Julien, est-ce que tu peux passer sur le prochain, voilà, et comment déployer un socle applicatif, une CI/CD avant que votre café ne refroidisse. Alors pour vivre l'expérience jusqu'au bout, je vous invite à aller vous chercher un café pour écouter ce webinaire sur cette thématique. Et pour ce webinaire, je serai accompagné de Abdel, Julien et Salah. Voilà, merci Julien. Abdel qui est en charge de toute notre Digital Software Factory. Julien, qui est un directeur de projet et qui a pu manœuvrer autour de ces environnements dans le cadre de gros projets. Et puis Salah, qui est architecte solution et qui va pouvoir aussi partager avec nous son retour d'expérience. Avant de passer la main à Abdel, juste un petit rappel de notre proposition de valeur hein, qui s'appuie sur 3 piliers, 3 métiers forts. Le conseil, hein, on a un cabinet de conseil au sein de Niji, une agence de design avec plus de 130 talents autour des métiers de design, et puis un bloc de mise en œuvre technologique avec une spécificité autour de l'intégration Salesforce, hein, comme vous pouvez le voir, et puis un bloc conséquent autour de plus de 500 experts autour de notre Digital Software Factory que Abdel représente aujourd'hui et qui sous-tend le webinaire que nous allons vous présenter, que l'on anime aujourd'hui autour de la CI/CD Azure. Voilà, je laisse la main. Alors, juste d'un point de vue logistique, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion de la messagerie. Ça nous permet, voilà, au cours du webinaire de préparer la réponse ou en tout cas de pouvoir répondre en fin de webinaire sur lequel on va se garder 10-15 minutes pour échanger, que ce soit partager vos commentaires, vos impressions, vos questions, auxquelles on prendra le temps de répondre à celles-ci. Voilà, je passe la main à Abdel. Très bien. Oui, merci Xavier. Julien, je te laisse passer l'autre slide. Donc oui, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à retourner voir notre webinaire sur la thématique de la Software Factory. Et vous allez voir que durant ce webinaire, on a parlé des 4 piliers de la Software Factory. On en a adressé 2 dans le webinaire dernier, qui sont la méthodologie et la gouvernance. Et aujourd'hui, selon la promesse faite dans ce webinaire-là, on s'apprête à vous adresser l'illustration du pilier Forge logiciel. En effet, l'agilité et la promesse effectivement de performance d'une factory reposent entre autres sur la capacité à mettre en place
des environnements et une CI/CD qui soient prêtes à la production et qui puissent avoir certaines caractéristiques et certaines qualités que nous allons essayer de vous illustrer aujourd'hui dans l'incarnation MS Azure de notre Forge, avec, vous allez le voir, une très belle présentation, une très belle démo que l'équipe bordelaise, pour ceux qui ne le savent pas, Bordeaux est notre centre .NET et Microsoft de façon générale. Et vous avez donc aujourd'hui 2 dignes représentants de cette équipe qui vont vous présenter le travail qui a été fait sur la CI/CD MS Azure. Julien, je te passe la main. Merci Abdel. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes très heureux avec Salah de partager avec vous ces premiers retours d'expérience sur notre Forge Azure DevOps. Tout d'abord, quelques éléments de contexte donc pour resituer ce grand projet. Et je reviens à la culture agile. Donc tu en parlais Abdel, effectivement, la culture agile est née du constat que les projets sont trop souvent livrés avec un périmètre, un délai et ou un coût qui ne sont pas ceux attendus. Et même plus un projet est gros, plus il risque davantage de donner naissance à un produit qui n'est pas utilisé, voire qui est abandonné avant même sa mise en production. Alors, pour accroître le taux de réussite, l'agilité, et aujourd'hui, depuis quelque temps maintenant, le mouvement DevOps partage la même vocation, impliquer davantage l'équipe étendue, donc l'équipe de développement et client, product owner, autour de la valeur de la vision du projet, et automatiser un maximum de process pour délivrer plus vite, plus souvent, moins cher. Finalement, ce slogan, si on essaye de le résumer, c'est le time to market de nos projets que nous allons nous efforcer d'améliorer. Alors c'est une vision très haut niveau, mais pour faire simple, nous souhaitons favoriser l'adoption de produits utiles et utilisés en améliorant cet indicateur, en contribuant à son amélioration. Chez Niji, nous sommes convaincus qu'il faut évoluer en maturité à la même vitesse sur 3 axes pour améliorer cet indicateur de façon cohérente. Sur la culture d'abord, au sein de nos équipes et chez nos clients, pour travailler davantage en synergie, en partenariat. Ensuite, sur les compétences techniques, afin de tirer tout le bénéfice de nos outils, qui eux aussi doivent évoluer. C'est finalement ce 3e pan sur l'outillage qu'on va s'attarder aujourd'hui, puisque c'est le sujet de la Forge Azure DevOps. Alors concrètement, aujourd'hui, la Forge, c'est quoi? Concrètement, cette Forge, elle porte la promesse aujourd'hui de contribuer à cet objectif de livrer plus vite, plus souvent, moins cher, en réduisant d'une part le délai de démarrage d'un projet, donc on parle d'init time, et tout au long du cycle de vie du projet, ensuite d'automatiser le process de livraison. Et ces objectifs-là, ils sont permis grâce à une série de prérequis dont certains sont extrêmement importants. Par exemple, la reproductibilité des opérations permet de construire l'architecture plus vite et donc de gagner du temps à l'init time et d'utiliser, autre exemple, un pipeline de déploiement pour déployer plus souvent et ainsi automatiser le process de livraison. Observer et monitorer les applications automatiquement permet aussi de gagner du temps au démarrage, puisque cette forge, on va vous le montrer ensuite dans la démo en vrai, cette forge permet de automatiquement mettre en place le monitoring de toutes les instances qui sont déployées par la forge. Livrer plus souvent, ça augmente aussi les risques d'instabilité, c'est donc un prérequis important. Automatiser la sécurisation des flux, c'est un prérequis aussi, puisque c'est quelque chose qui existe depuis longtemps sur vos data centers. Aujourd'hui, sur le cloud, le minimum, c'est de reproduire cette sécurité à l'identique. Et enfin, sur le pan déploiement full cloud ou hybride, eh bien, être capable d'adapter la cible de production en fonction des contraintes de confidentialité, par exemple, c'est aussi un prérequis. Et enfin, pour être capable de délivrer plus souvent de façon sécurisée, il est nécessaire de contrôler le périmètre déployé. C'est-à-dire que livrer plus souvent un monolithe, c'est compliqué et c'est cher. Donc on va tendre vers une architecture modulaire où chaque composant métier peut être déployé distinctement avec son propre cycle de vie, ce qui implique une certaine maturité en termes de compétences de développement, mais ça, ce n'est pas le sujet du jour, donc on va rester focalisé sur l'outillage et donc la forge. Alors si on zoome encore un peu plus, techniquement, comment cela se traduit?
Merci Julien, merci Abdel, merci tout le monde d'être présent aujourd'hui. Alors techniquement, la force se base sur Azure et Azure DevOps. Donc il est constitué de 3 briques fondamentales, les environnements, les socles applicatifs et le script d'initialisation, ce qu'on appelle nous le script d'initialisation. Alors pour les environnements, c'est la matérialisation de l'architecture technique sur le cloud, on-premise ou les deux, ce qu'on appelle le modèle hybride. Ces environnements peuvent être constitués de services PaaS, plateforme as service, comme Kubernetes, Azure Kubernetes Services, ou des fonctions serverless, etc. Ou IaaS, donc comme des machines virtuelles, des réseaux virtuels, etc. La Forge crée ces environnements à partir de l'infrastructure as code, ce qu'on appelle l'IAC. La création des environnements se fait automatiquement par l'exécution de scripts en se basant sur des briques élémentaires et des modules développés au sein de la Forge. Cette modularité permet entre autres d'accélérer le temps nécessaire à la mise en place d'environnements tout en réduisant l'intervention humaine qui peut s'avérer par des problèmes ou des manipulations. Donc, un socle applicatif est soit une application à développer basée sur une stack technologique comme du .NET, Java, PHP ou autre, ou une application tierce. Donc, on note à titre d'exemple Elasticsearch, WordPress, Keycloak, etc. En plus de ça, une description de la façon avec laquelle celle-ci sera construite et déployée sur un ou plusieurs environnements. Dans le jargon, on appelle cette description la pipeline as code. Les socles applicatifs sont maintenus et entretenus en permanence sur la base de bonnes pratiques de l'éditeur, comme par exemple Microsoft, et des retours d'expérience sur les projets réalisés par Niji, en assurant une conception modulaire, l'intégration de bons patterns de développement, ce qui fait donc ce qu'on appelle chez nous ici à Bordeaux, donc le départ ready to go pour les développeurs. Donc, le script d'initialisation, c'est le point d'entrée et le fil conducteur de la forge qui va initialiser et synchroniser le processus de création donc, des environnements d'un point et des socles applicatifs d'un autre point. Du coup, donc, comment ça se passe concrètement? Donc, la réponse, c'est le bootstrap ou le script d'initialisation. C'est notre fil conducteur de la forge. Donc, ça commence par une première phase de préparation. On va créer ce qu'on appelle des backends sur Azure pour stocker l'état de la forge. On va créer notre projet automatiquement sur Azure DevOps. Donc, ensuite, il y a cette étape de création des différents repositories. Donc, on note qu'il y a systématiquement un repository de la création des environnements, ce qu'on appelle l'infra as code, et un repository par socle applicatif. Donc, si on a par exemple un déploiement qui va nécessiter une application en .NET et en Java, donc on aura 2 repos créés automatiquement pour ces socles applicatifs sur Azure DevOps. Ensuite, il y a la partie de création des environnements. Donc, on passe vers la création de toute l'infrastructure. Donc, s'il y a des socles communs, on va les créer. Les différents environnements, par exemple, développement, staging, pré-prod ou production. Et ensuite, on va les déployer sur Azure. Ensuite, il y a cette partie-là de création et de déploiement de socle applicatif qui, donc, en suivant l'étape de build en début avec les tests, en se connectant avec son ARQ, pour la suite pouvoir le déployer sur Azure et de pouvoir avoir de bout en bout toute la chaîne qui a été automatisée jusqu'à déployer notre environnement ou notre socle applicatif sur Azure. Alors, pour la démo d'aujourd'hui, on a choisi de vous présenter cette architecture-là, donc qui comporte, donc pour les connaisseurs d'Azure, je ne vais pas trop inciter dessus, mais en gros, ça comporte en entrée une application gateway, en entrée pour sécuriser l'accès à nos API. Donc, ça comporte un parfait et un load balancer, un socle applicatif, donc en Web API .NET 5.0 avec un autoscaling horizontal de 1 jusqu'à 10 instances, et ce qu'on verra par la suite
au moment de la démo. Un key vault qui va centraliser l'enregistrement de nos chaînes sensibles et nos chaînes de connexion, etc. Donc, des gestions des logs, des App Insights, du Azure Monitor et des logs analytiques et un dashboard qui est forgé à la fin de notre processus. Donc, et un cluster donc Kubernetes, donc avec un auto-scaling de 1 jusqu'à 4 nœuds et un cluster Redis pour la gestion de cache en mode haute disponibilité, plus une instance de SonarCube qui va être en charge d'analyser en mode statique le code source. Alors, pourquoi en fait cette architecture, en fait cette topologie d'architecture, elle est idéale pour les scénarios suivants. En fait, c'est généralement idéal pour des architectures en microservices. Pour des scénarios de haute disponibilité, où on a cet aspect d'auto-scaling. Volumétrie aussi d'utilisation importante et variable, donc on cite notamment des pics de trafic importantes au cours de la journée. Pour des cas où la résilience elle est importante sur ce schéma et en grande exigence en termes de sécurité. Donc on note aussi l'utilisation du cache pour augmenter la performance et le temps de réponse côté client. Donc, sans transition, donc, on va passer pour voir un peu la démo de tout ça et voir comment ce Bootstrap process va commencer par initialiser notre environnement et notre socle applicatif et le déployer sur Azure. Euh, donc, juste avant de commencer, donc, donc tout le processus, bah, effectivement, il y a des moments où la création d'environnement par environnement. Donc, on a choisi aujourd'hui de vous montrer un déploiement sur 3 environnements, donc le dev, le stage et la production. Ces créations d'environnement prennent entre 20 et 25 minutes, donc on ne pourrait pas les présenter malheureusement durant ce webinaire, mais dans tous les cas, on va vous présenter donc entre 12 et 13 minutes à peu près de toutes les étapes importantes de la forge, tout en publiant sur la chaîne YouTube de Niji la vidéo originale qui comporte, depuis la mise en œuvre jusqu'au déploiement final et test, environ donc 1h45 minutes de tout le processus, mais sans coupure ni montage, de telle façon à pouvoir revoir toutes les étapes, mais d'une façon continue. Donc ici, je commence donc la démo. Donc tout d'abord, on va sur Azure DevOps et on s'assure qu'on part from scratch. Ça veut dire au début, on n'a pas de projet qui est créé ni sur Azure DevOps et sur Azure. On part vers Azure et on voit que on part depuis une feuille blanche. Par la suite, on va lancer notre Bootstrap process qui a quelques paramètres en entrée et un fichier settings. Et par la suite, on commence le Bootstrap. Donc, ça commence par authentifier l'utilisateur pour pouvoir utiliser la forge. Et durant cette phase d'initialisation, comme on a vu dans le slide précédent, on crée notre backend de la forge sur Azure. Donc, il y a d'autres opérations qui sont donc, intrinsèques à la forge en replaçant quelques paramètres, etc. Et puis, on va maintenant, il y a cette partie de création du projet automatiquement sur Azure DevOps. Une fois que la phase d'initialisation a été achevée, maintenant, notre Bootstrap process va commencer à créer donc, le repository qui va comporter l'infrastructure as code, créer sa pipeline et déclencher son exécution automatiquement. Donc ici, on voit que notre projet Forge démo Webinar Niji a été créé. Donc notre repo, donc on verra qu'il y a un projet qui a été créé sur Azure DevOps pour le code source de l'IAC. Donc ça a été créé automatiquement. Et par la suite, on verra que la pipeline a été créée et initialisée et en cours d'exécution. Donc ici, on va déployer le socle commun qui va comporter SonarCube et le container registry d'Azure qui va stocker nos images qui vont être générées depuis nos socles applicatifs. Donc ici, la création du socle commun prend à peu près 16-17 minutes. Donc le temps où ça finit, donc on recrée une nouvelle pipeline maintenant pour le déploiement des environnements dev, staging et prod. Donc on repasse vers les pipelines.
Et on voit qu'une nouvelle pipeline a été trigger maintenant et pour maintenant le déploiement de l'infrastructure de dev. Et après, ça sera le staging et après, ça sera de la prod. Donc, en attendant que l'environnement de dev soit mis en route, donc on va un peu vérifier les différents composants qui ont été créés dans le socle commun. Ici, on voit que le script il est toujours en cours d'exécution de la partie Terraform. Ensuite, on repart vers Azure, on fait un petit refresh et on voit que notre socle commun a été créé. Donc, on part vers notre container registry qui va nous stocker nos différentes images qui sont dockerisées. Et on voit bien qu'on part depuis une feuille blanche. Donc, il est tout frais, il vient d'être créé. Ensuite, on va accéder à notre instance SonarCube. Donc, notre instance SonarCube, donc on va y accéder. Donc, l'instance de SonarCube a été créée automatiquement par le biais du socle commun. Et ici, on voit que le projet a été déjà initialisé sur SonarCube. Donc, il n'y avait pas une intervention humaine qui a sollicité la création du projet même sur SonarCube. Tout a été fait par la forge. Autant bien que pour les tokens d'accès, ça a été forgé par notre forge Azure. Donc, pas d'intervention humaine, ni de stockage de tokens ou de chaînes sensibles. Tout a été fait par la forge Azure. Donc ici, on retourne vers la pipeline d'infra de dev et on voit que c'est toujours en cours d'exécution. Cette étape donc, de déploiement prend 24 minutes. C'est le temps nécessaire pour Azure de déployer comme l'application gateway ou les Azure Kubernetes Services. Donc ici, on fait un petit refresh et donc, on va pour voir les différents composants qui ont été créés. Donc ici, on voit que les différents composants qui ont été créés, donc c'est ce qu'on a mis dans le schéma d'architecture tout à l'heure. Donc on voit des virtual networks, des adresses IP, des application gateway. Ici, on voit un petit zoom sur notre virtual network qui a été créé avec des différents subnets, donc, un pour la gateway et un pour notre cluster Kubernetes. Donc ici, on s'assure que l'application gateway a été bien déployé. OK, donc on revient vers notre pipeline et normalement, notre pipeline, il est en cours d'exécution maintenant sur l'environnement de stage. Donc, il est toujours en train d'être exécuté. Donc, on passera encore cette étape. Donc, ça prendra entre 22 et 23 minutes à peu près pour être exécuté. Voilà. Donc, ça a été déployé en 23 minutes. Maintenant, c'est l'infra de la prod qui va être maintenant déployée. Donc, de même, entre 23 et 24 minutes. Donc, c'est un peu le temps de mise en œuvre qui est nécessaire pour la mise en place de l'environnement. Et ici, on revient vers notre script de Bootstrap et on voit que maintenant, notre script détecte que la pipeline a été finie de mise en œuvre de toute l'infrastructure et on commence maintenant à pousser notre repository qui va contenir le code source de notre application. De la même façon, créer sa pipeline et de déclencher son exécution. Donc, on voit ici que notre projet Web API a été créé sur Azure DevOps. Donc, c'est un socle qui est basé sur du Web API en .NET 5.0. Et on voit bien que la pipeline a été trigger maintenant pour builder notre socle applicatif. Et il va se charger de déployer notre socle sur l'environnement de dev. Et à ce point-là, notre forge se termine. Donc, en attendant un peu que la pipeline il est toujours en train d'être exécuté. Donc, on va faire un petit zoom
pour voir un peu les différentes étapes du build de notre socle applicatif. Donc, en général, pour une partie de build d'un projet .NET, ça va faire du restore, l'exécution des tests unitaires, faire du code coverage de notre application, l'exécution des tests unitaires, et puis pousser la calorimétrie vers son Cube, et après générer l'image qui va être stockée sur le container registré. Ici, donc Azure DevOps, donc cet aspect sécurité il est aussi respecté de telle façon à ne pas chaque pipeline puisse déployer sur un environnement. Donc, il y a cette instauration de permission avant de déploiement, mais qu'une seule fois, et le consentement il est effectué par l'administrateur Azure DevOps. Donc, ici, on voit que le déploiement a été effectué sur notre environnement de dev. Et si on revient vers notre script, ben, on verra que notre Bootstrap il était terminé avec un état succès. Donc, maintenant, on a fait l'exercice de bout en bout. Et maintenant, place aux tests et vérifications. Tout d'abord, on va commencer par voir les différents variables qui ont été créées, ce qu'on appelle les variables sur Azure DevOps. Et la Forge prend en considération de créer les différents types de variables en termes de secret et carrément en string clair, pour stocker notamment les chaînes sensibles que les applicatifs vont utiliser pour déployer. Donc, on va passer vers l'environnement Azure maintenant et vérifier notre environnement de prod qui a été créé. Donc, on voit bien en similitude à ce qui a été créé sur notre environnement de dev que tous les composants de l'architecture ont été mis en place. Et en plus de ça, donc, on a mis en place un dashboard sur Azure Monitor qui est prêt à la fin de l'exécution de notre Bootstrap process. Et ce dashboard-là peut être consulté depuis le resource group de la prod avec des métriques donc, en fin d'exécution déjà disponibles par socle applicatif, donc ou par composant applicatif, comme notre Kubernetes service, comme l'application gateway, le Vault et notre container registry, qui comportent déjà des métriques déjà disponibles et prêts à être consultés donc à la fin d'exécution. Donc on retrouve, ça ce sont juste des métriques par défaut qu'on met, c'est toujours customisable et on pourra mettre d'autres métriques donc, qui ne sont pas là par défaut. On notera bien qu'il y a par exemple sur l'application gateway, la somme des total requests, la somme des différentes requêtes qui n'ont pas abouti, les volts, etc., le nombre de requêtes, et ainsi de suite. Ensuite, on verra bien cet aspect de service connection sur Azure DevOps. Donc, les services connexion ont été aussi créés automatiquement, donc de telle façon à pouvoir laisser Azure DevOps se connecter à des services comme notre Kubernetes, le container registry ou notre instance SonarQube. Maintenant, une fois que le build a été effectué, on effectue un nouveau refresh et on voit que la calorimétrie a été poussée suite au premier build et déploiement de notre application sur l'environnement de dev, que Sonar commence à remonter des indicateurs dans notre application. Sur notre container registry, donc, notre application elle est bien disponible ici, le Forge Web API, avec un build de 102. On a vu tout à l'heure qui a été vide. Maintenant, on a poussé notre première image Docker. Donc, on vérifie notre application gateway. Et la terminaison SSL, elle est déjà activée et le port 443, il est ouvert automatiquement. Donc, on va accéder à notre API à travers l'application gateway. Et on voit bien qu'on a le message d'accueil par défaut de notre Forge. Donc, en attendant la disponibilité du point SSL sur l'application gateway qui prend en général entre 5 et 6 minutes, on va déjà commencer à préparer et à cloner notre projet Web API sur lequel on va faire un petit changement pour pouvoir le porter depuis le dev vers la prod. Donc ici, on va cloner notre projet en attendant que le endpoint SSL soit prêt sur l'environnement de dev. Donc ici, on va juste préparer notre fichier qu'on va changer. C'est juste le message d'accueil, hein. C'est juste pour la démo. Donc on entre sur notre page d'accueil. On va
on va ouvrir le message. Donc, le temps s'est pris. Donc, ici, on revient vers notre environnement de développement et sur le certificat. Donc, même sur l'environnement de dev, on a un certificat valide. Donc, ça a été updaté sur notre application gateway. Et maintenant, on va faire quelques tests sur notre environnement de dev à travers le Swagger. Donc ici, il y a quelques méthodes. Normalement, après les développements, ces messages-là, en fait, et ces méthodes, ils vont disparaître, mais c'est juste des méthodes qu'on met initialement sur le template qu'on déploie pour s'assurer que déjà l'application, ça s'est bien déployé avec Your application is deployed correctly. Okay. Et donc, une autre méthode pour tester la connexion entre notre pod qui est déployé sur Kubernetes et le key vault qui va stocker les secrets. Donc ici, on voit que notre valeur a été sortie donc, de key vault correctement. Plus quelques tests d'écriture, lecture sur notre cluster Redis de gestion de cache. Donc, on va faire un test maintenant de get value, donc un petit test qui va nous dire que tout notre socle applicatif il est bien déployé et opérationnel. Donc, voilà. Voilà, on lit bien notre appli. Maintenant, on va modifier un message d'accueil. Et ce message d'accueil, on va le changer sur notre environnement et puis l'aboutir jusqu'au environnement de prod. Donc, on va faire un fameux message sur lequel on va le déployer sur la prod qui est Hello Forge Nishi. Donc, on commit les changements sur notre environnement de dev. Donc, on commit et on pousse. Donc, déjà, il y aura un déploiement sur l'environnement de dev. Donc après, après qu'on a poussé notre code sur donc l'environnement de dev, maintenant, la pipeline va trigger automatiquement donc un build et un déploiement sur l'environnement de dev. OK, donc on revérifie sur le message d'accueil que ça a été bien mis à jour sur la page d'accueil avec le message Hello Forge Niji. Donc ça, c'est sur l'environnement de dev. Et maintenant, on va faire un merge request pour donc, déployer notre changement de dev vers master. Et normalement, tout ça, en fait, c'est juste pour la démo, mais réellement, ça va y avoir, en fait, sur le repo, un merge request qui va être ouvert avant de faire tout ça, mais juste pour un peu donc, montrer donc, l'objectif directement. Donc ici, on commence par un build, et par la suite, on déploiera sur stage et sur la prod. Maintenant, en attendant la même chose, la disponibilité de nos endpoints sur l'environnement stage et prod, on va vérifier un peu ce qui est à l'intérieur de notre cluster Kubernetes, juste pour voir un peu le cluster de cache qu'on a déployé et le scaling horizontal qui a été mis en œuvre pour notre socle applicatif. OK, donc ici, on est à l'intérieur de notre cluster Kubernetes. Là. Donc, et là, donc, on va voir que ici, on a notre cluster Redis de gestion de cache déjà disponible avec donc un master et deux slaves. Et si on voit en fait plus donc notre déploiement qui a été effectué, donc on verra bien qu'il supporte un mode un scaling horizontal qui part de une instance à 10 instances. Donc un minimum réplica de 1 jusqu'à 10. Donc, par la suite, on va juste vérifier effectivement après 5-6 minutes, donc le temps de l'application gateway qui est actualisé. Donc, notre environnement de stage, il est ready
avec, notre nouveau message et idem pour l'environnement de prod. Donc voilà, ce qui met fin donc à la démo. Donc je vous invite, donc on a publié la vidéo de bout en bout, donc avec tous les tests. Donc même en attendant le temps nécessaire à la gateway pour qu'elle soit disponible sans coupure, qui prend à peu près 1h45, 1h50 minutes, dans la chaîne officielle de Niji sur YouTube, que vous pouvez consulter par la suite. Et je laisse la main à Julien. Et oui, merci Salah. Alors, pour revenir à une vision plus haut niveau, pourquoi Azure et pourquoi avoir choisi cette stack par rapport aux autres? Alors là, on n'a pas tout le temps qu'on voudrait pour en discuter, mais si on peut retenir une chose importante et intéressante, c'est la part grandissante des entreprises utilisant Azure. Et on constate que c'est la plus forte évolution depuis 2018, qui fait qu'aujourd'hui, Microsoft Azure est numéro 1, quasiment à 1 point d'écart avec AWS. Et on constate toujours que les projets, les entreprises continuent à expérimenter le déploiement sur Microsoft Azure de nouveaux projets. Donc évidemment, il y a plein d'autres avantages techniques, mais voilà, c'est de l'info vraiment qu'on souhaitait mettre ici et qui nous conforte dans l'idée d'investir sur cette stack en particulier. Alors, maintenant, les retours du terrain, puisque notre forge est déjà sur certains projets et nous avons certains retours capitalisés. Je vais te redonner la main, Salah. Effectivement, donc sur cette architecture, donc elle a été mise en place pour un grand acteur de l'énergie. On adoptant le modèle hybride. Donc le build a été réalisé sur Azure afin de pouvoir bénéficier des ressources de calcul du cloud et rationaliser les coûts liés au développement, tout en assurant le run en prémices qui sont dus à des contraintes législatives. Donc tout ça a été mené à travers ce qu'on appelle les Azure Agents d'Azure DevOps. Ok, si tu peux passer, Julien, vers le slide suivant, s'il te plaît. Sur cette seconde architecture, ce projet consistait à la mise en place de Zero to Jupyter Hub, une solution multi-utilisateur des notebooks Jupyter pour leur équipe Data Science, sur un cluster Kubernetes privé sur cloud avec des accès VPN sécurisés entre cloud et on-premise et un montage de volume partagé entre cloud et on-premise à travers le protocole NFC fourni par Azure FileShare. Donc la plus grande valeur ajoutée de ce projet était de pouvoir bénéficier des ressources de calcul du cloud en termes d'infrastructure, tout en gardant l'aspect sécurité par la mise en place du VPN et de l'authentification par Azure Active Directory. Voilà, je te laisse la main, Julien, pour continuer. Alors, travailler à plusieurs avec une forge, comment ça se passe? Aujourd'hui, Niji peut intervenir à plusieurs niveaux. Alors, soit en amont pour créer l'infra de zéro, donc c'est la démo qu'on vient de voir. Donc, Niji cache toute la complexité de mise en place, puis de transition vers le développement du produit. Ou bien, plus en aval, et Niji, à ce moment-là, s'inscrit en contributeur sur une infra qui est déjà existante, auquel cas nous utilisons la forge pour instancier vos pipelines qui sont spécifiques avant de développer votre produit. Dans tous les cas, votre livrable est une release comportant le code du produit, évidemment, mais aussi le code du pipeline qu'il a construit et le code de l'infra qu'il exécute. Et tout ceci est disponible sur votre container registry à votre disposition à chaque instant. C'est notre livrable. Alors, ça sous-entend que Niji prend place dans un contexte multi-intervenant, c'est les nouveautés du cloud, et on doit par exemple cohabiter avec votre DSI et ou un CSP qui partagent des responsabilités. Et ça fait l'objet d'une phase assez importante sur laquelle Niji commence à être expérimenté donc sur les contextes multi-intervenants. Et notre volonté, c'est de nous positionner en tant que pilote sur cette phase de démarrage pour sécuriser le démarrage des travaux en définissant la matrice des rôles. Donc, en tenant compte de vos exigences de SLA, de vos objectifs, qui fait quoi, comment. Et c'est une étape complexe à ne pas sous-estimer.
Donc là, on a un exemple de RACI donc, qui a été co-construit entre Niji, une DSI et un CSP, donc un fournisseur cloud. Et donc, ces trois acteurs ont défini la matrice, ont validé strictement les rôles et responsabilités de chacun, ainsi que les moyens et les actions associées, c'est-à-dire comment informer, comment approuver, etc. Alors, nous pouvons piloter cette phase de A à Z, tout en restant focus sur notre cœur de métier, qui n'est par exemple pas le support N1, N2, les interventions H24 et 7 jours sur 7. Toutefois, Niji s'engage à fournir un maximum d'observabilité de tous les composants déployés, on l'a vu pendant la démo, en termes de monitoring, pour faciliter la transition sans couture avec le responsable de l'infogérance et du support, pour éliminer les gaspillages de temps et prévenir tout événement où une action coordonnée serait nécessaire. Donc, pas de surprise. Pas de surprise, ça ne veut pas dire il y a toujours des pièges à éviter, donc avec une forge et plus globalement avec le cloud. Premièrement, sur le pan de la maturité du besoin. Alors, ne pas cadrer sa vision produit, par exemple, c'est un piège dans le sens où l'architecture que l'on va définir pour mettre en production un produit, même un produit minimum, un MVP, doit être pérenne et évolutive aussi. Et un manque de vision peut aboutir à des choix dangereux en début de projet qui devront être remis en question peut-être dès la V2. Par exemple, les utilisateurs finaux du produit ne sont pas correctement identifiés et dans la V2, on passe de 10 à 10 000, par exemple. Ça peut avoir des impacts importants. Ne pas concevoir de VSM. Alors, la Value Stream Map, c'est cette analyse des étapes de la réalisation d'un produit jusqu'à sa mise en production. Un pipeline de déploiement, ce n'est pas magique, c'est une automatisation d'un process de déploiement, mais à condition que ce process soit défini au préalable. Ne pas élaborer de stratégie de test. De la même façon, déployer plus vite et plus souvent sans avoir une stratégie de test solide, c'est déployer plus vite et plus souvent des anomalies, ou du moins augmenter ce risque. Donc on a quelques exemples, bien sûr il y a beaucoup d'autres choses, mais un autre exemple donc, sur le pan de la maturité technique. Ne pas savoir identifier la source d'une défaillance pour pouvoir réinstancier, c'est un piège, puisque l'effort d'observabilité doit être bien dosé pour maîtriser la source exacte de la défaillance et pouvoir se permettre de cracher et réinstancier sans perdre l'information et avoir tout l'avantage de l'infra as code. La résilience de l'architecture, donc une architecture non résiliente, c'est un piège. Pourquoi? Parce qu'on veut tendre vers une architecture modulaire et donc il faut prévoir une réponse propre et de type coupe-circuit quand un service appelle un autre service qui est KO. Déployer par exemple des microservices indépendants qui ont chacun leur cycle de vie nécessite de prévoir en cas de défaillance un comportement par défaut, toujours pour pouvoir réinstancier sans perte de données. Et ne pas utiliser d'environnement isoprod, bien sûr, ça a toujours été une mauvaise pratique dans le sens où la cible d'architecture en production doit être connue et respectée par l'équipe de développement que l'on responsabilise un maximum, avec au minimum un environnement d'acceptance qui doit être isoprod pour valider la promotion de l'application en production. Et finalement, un point intéressant, c'est cette maturité FinOps. Alors, le terme FinOps qui est apparu et qui désigne le domaine de la finance des opérations, étant de grands groupes qui peut même être le rôle d'une équipe entière, de sécuriser le passage sur le cloud, puis sur la durée, d'optimiser le coût du cloud. Eh bien, sur cet aspect-là, multiplier les instances et les ressources, c'est plus transparent, il faut en être conscient, donc il faut anticiper le coût purement dédié au cloud. Dans le même sens, ne pas connaître l'empreinte carbone et financière de son produit, c'est un manque de maturité dans le sens où le déploiement sur le cloud public peut engendrer des surcoûts si on ne connaît pas la consommation du produit. Et le cloud offre aussi des capacités de surdimensionnement par autoscale progressif, adaptatif, pour permettre de, par exemple, traiter des millions de demandes pendant la journée et puis diminuer les ressources pour ne plus rien traiter pendant la nuit. Donc il y a des stratégies comme ça à adopter qui peuvent être réfléchies en amont et qui permettent de sécuriser le passage sur le cloud. Donc ce sont quelques exemples qui nous sont venus pendant la démo. Bien entendu, il y en a d'autres.
C'est pas exhaustif, mais voilà, c'est ce qu'on voulait partager avec vous. Et je crois qu'on est au bout de ce qu'on voulait vous présenter. On arrive aux questions-réponses. Donc on espère que ça vous a plu. Merci Julien, merci Salah, merci Abdel pour tous ces éléments et ce partage d'expérience. Je ne sais pas si dans l'auditoire on a quelques questions, commentaires, remarques. N'hésitez pas au partage d'expérience pour venir alimenter l'échange avec Julien, Salah et Abdel. C'est le moment, vous pouvez le faire en prenant la parole ou encore une fois dans le fil de discussion. Alors, je vais juste prendre la parole brièvement de mon côté pour remercier Julien et Salah qui ont fait preuve aujourd'hui, je pense, de compétences et de passion pour ce qu'ils font. Je crois qu'ils ont fait une belle démonstration de ce qu'on est en droit d'attendre aujourd'hui d'environnements tels que MS Azure. Je pense que le champ des possibles est élargi à fond et que la démo qu'on a montrée aujourd'hui, elle est issue d'une vraie expérience, d'un vrai retour terrain, y compris sur des projets hyper contraints en termes de confidentialité, de scalabilité et de résilience. Donc voilà, je voulais juste marquer le coup avant de prendre les questions de l'auditoire. Alors, une première question dans le fil de discussion. Combien coûte sur Azure l'infra donnée en exemple dans la démo? Donc, je prends la main pour répondre à la question. Donc, merci déjà pour la première question. Déjà, on attend à ça pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, déjà, effectivement, le coût lié à cette infrastructure, on l'a juste fait en démo, donc on n'a pas fait l'estimation. Mais en tout cas, avec nous, chez Laforge Niji aujourd'hui, on s'appuie sur le calculateur officiel d'Azure qui est disponible en ligne, le calculateur de Niji, d'Azure, qui permet en fait une fois qu'on a l'architecture mise en place, on peut remettre en fait les différents composants qui ont été créés pour pouvoir sortir cet exemple. L'exemple d'aujourd'hui n'était pas un exemple de prod. Donc, ce n'est pas un exemple de prod qu'on a mis en copier-coller, c'est un exemple spécifique pour la démo. Donc, en tout cas, si vous êtes toujours intéressé de connaître le chiffrage exactement de ce modèle-là, on pourra bien évidemment vous envoyer avec tous les détails, par exemple sur l'environnement de dev, combien ça coûte, l'environnement de staging, combien ça coûte, et sur l'environnement de prod. Mais en tout cas, nous, dans Laforge aujourd'hui, on a chacun des modèles avant de le déployer. On a cette fiche-là qui va sortir, qui va dire qu'aujourd'hui, cette infrastructure en prévision qui est appuyée par Microsoft, ça coûte combien? Donc, on s'appuie fortement sur l'outil d'Azure, le Azure Calculator, Pricing, pour pouvoir ressortir ces chiffres. Merci Salah. Pascal, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot par mail si vous voulez avoir un échange un peu plus particulier en lien avec vos environnements. D'autres questions, commentaires autour d'expérience? Alors, c'est un sujet un petit peu dense aujourd'hui. Comme l'a dit Salah, on va mettre la vidéo dans son intégralité en ligne sur le canal. Et n'hésitez pas à poser des questions sur des éventuels détails de la démonstration et on prendra le soin de vous répondre. Complètement, on se tient à votre disposition pour analyser ou avoir une discussion plus customisée, je dirais, avec vos cas, vos environnements. Si pas d'autres questions, on va clôturer là ce troisième webinaire. Merci à tous d'y avoir assisté. Encore une fois, merci Salah, Julien et Abdel de nous avoir accompagnés pendant cette heure-là. Encore une fois, merci pour la démo. Et puis, n'hésitez pas à partager le replay qui sera sur notre chaîne YouTube et puis à nous solliciter si vous voulez
prolonger l'échange avec nos experts sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup. Merci et puis à très bientôt pour le prochain webinaire axé sur la cybersécurité, sur lequel on vous fera parvenir les invitations. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci au à revoir. tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.